je vous présente Anthelme Vido. Vous avez été le programmateur pendant 5 ans du Festival du film d'Odessa et vous avez écrit un livre passionnant sur le cinéma ukrainien contemporain qui s'appelle Ciné-Ukraine, histoire entre parenthèses avec un S d'indépendance. Donc voilà, vous êtes vraiment l'expert du cinéma après de Maïdan à aujourd'hui. Ma première question serait par rapport à ce cinéma qui a commencé pendant les protestations de Maïdan, qui était un nouveau cinéma, je pense, avec un nouveau regard sur l'identité ukrainienne. Est-ce que vous pouvez nous élaborer sur ça? Oui, bonjour. Déjà, merci pour votre invitation. Alors, effectivement, à partir de 2013, du début des années 2010, le cinéma ukrainien renoue avec une longue et riche histoire qui s'est étalée tout au long du XXe siècle, y compris sous l'Union soviétique. Euh, et cette histoire s'est vue interrompue un petit peu par la crise économique des années 90 pour repartir. Suite à un volontarisme au niveau de l'État au début des années 2010, avec une relance du financement du cinéma ukrainien au niveau gouvernemental. Et cette relance s'accompagne, suite à la révolution de Maïdan, de l'apparition d'une nouvelle génération de cinéastes qui, pour beaucoup, ont commencé à filmer sur la place, à caméra au point, à témoigner de cette histoire en train de se faire. Et à partir donc de 2013, ces cinéastes vont commencer à faire des courts-métrages très très variés, j'en parle un petit peu dans mon livre, et puis ensuite se mettre au long-métrage. Beaucoup vont faire du documentaire. Le documentaire occupe une place centrale dans ce cinéma post-Maïdan, pour témoigner à la fois de la révolution, bien sûr, de l'annexion de la Crimée, puis de l'occupation du Donbass, mais aussi de la société ukrainienne vraiment dans son ensemble, que ce soit sur le plan par exemple, de la transition économique entre ce passage d'une économie socialiste à une économie de marché qui est encore en cours 20 ans après l'indépendance, euh, que ce soit à travers la recomposition de la famille qui évolue aussi, à travers la question de la ruralité, qui est centrale en Ukraine, bien sûr. Voilà, donc le documentaire est vraiment important. Et puis, pas seulement, il y a aussi des films de fiction, que ce soit des films d'auteur, dont je parle sur beaucoup dans mon livre, mais aussi des films plus commerciaux, notamment la comédie, qui est, à travers notamment les films de Volodymyr Zelensky, euh, a aussi une importance dans le box-office ukrainien, notamment et des films plus patriotiques, donc des films de guerre ou des films historiques, qui réinventent une sorte d'identité ukrainienne en évolution, qui se détache petit à petit du monde russe et de l'héritage soviétique. Donc le cinéma ukrainien, oui, on peut dire que c'est un reflet de la société ukrainienne depuis Maïdan, On est et très qu'elle... frappé par la présence Ouais. des femmes dans ces films, à la fois comme réalisatrices, mais aussi on voit beaucoup de femmes divorcées, beaucoup de mères célibataires. Euh, Ouais. c'est intéressant. Oui, tout à fait. Le cinéma ukrainien est un cinéma particulièrement féminisé, on peut le dire. Il y a beaucoup, beaucoup de cinéastes femmes qui ont pris leur caméra, à la fois dans le documentaire, dans la fiction. Et dans mon livre, j'essaie de refléter ça un petit peu, puisque dans la dernière partie qui est consacrée à des entretiens avec 10 cinéastes de cette nouvelle génération, la moitié sont des femmes. Donc effectivement, à la fois devant et derrière l'écran, sur l'écran, les femmes ukrainiennes occupent une place très importante dans ce nouveau cinéma ukrainien. Je pense à des cinéastes comme Alisa Kovalenko, qui s'est illustrée dans le documentaire, Irina Tsilik, qui a fait des très beaux films aussi, Marissa Nikitiouk, Marina Stepanska, Alina Gorlova, on peut en citer beaucoup d'autres, Katerina Gornostai, qui est une cinéaste très importante. Il y a beaucoup de femmes cinéastes qui portent une voix, qui portent un regard singulier sur cette société ukrainienne et qui dessinent aussi des personnages de femmes très, très, très forts.
Donc c'est quelque chose d'assez remarquable, on peut le dire, oui, dans le cinéma ukrainien contemporain. On pourrait dire que c'est vraiment un cinéma d'auteur, avec chaque fois des auteurs différents et des gens comme qui passent des plans fixes de Valentine Vassianovitch, avec ses films comme Atlantis, et qui vont au cinéma caméra à l'épaule de cinéastes comme Stislav Tchernov et, euh, Oui, et ses 20 jours à Mariupol, par exemple, qui sont des styles complètement différents. ouais. Oui, c'est ce qui est vraiment, vous avez tout à fait raison, je trouve passionnant à observer dans ce nouveau cinéma ukrainien qu'il n'y a pas une école qui viendrait un petit peu dicter le style général du cinéma ukrainien. Au contraire, c'est un cinéma extrêmement divers, avec plein de ramifications. Euh, Marina Stepanska, donc une des cinéastes que j'interroge dans le livre, dit que chaque cinéaste ukrainien est un peu le capitaine de sa propre île, de son propre bateau, et c'est effectivement ce qu'on peut observer. Euh, des styles, des influences, des regards extrêmement divers, des sensibilités qui sont aussi très très différentes, et ça se voit à l'écran. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui est propre un petit peu à cet esprit ukrainien qu'on a vu sur Maïdan, c'est-à-dire une forme d'horizontalité, d'auto-organisation. C'est des concepts qui ont très très importants dans la société ukrainienne, et dans la société civile démocratique qui s'est formée au moment de Maïdan, mais qui date pas de Maïdan, qui date de bien plus loin dans l'histoire ukrainienne. On peut remonter à Makhno ou plus récemment tous les mouvements sociaux des années 80-90. Et c'est quelque chose effectivement qui est assez frappant dans le cinéma ukrainien, cette très grande diversité des regards, des sensibilités et des formes. Et des histoires, parce qu'on retourne vers l'histoire des Juifs en Ukraine, on retourne aussi vers les Tatars. Il y a tout. Absolument, absolument, oui. Ouais, ouais, tout à fait. C'est d'ailleurs enfin, quelque chose que j'ai essayé aussi de montrer un petit peu dans mon livre, c'est que l'Ukraine n'est pas une société, n'est pas un pays monolithique. Que même si effectivement il y a cette recherche d'une identité nouvelle, cette identité même est aussi extrêmement diverse, extrêmement fragmentée. L'histoire ukrainienne est une histoire faite de mélanges finalement, à la fois ethnique, linguistique, culturelle, qui a bien sûr été en grande partie déterminée par les impérialismes, bien sûr allemands, polonais, mais surtout russes, mais que cette histoire est aussi, repose aussi sur une très grande diversité qui fait sa richesse. Et donc vous avez cité effectivement l'histoire juive, qui est déterminante dans l'histoire ukrainienne. Il y a un très beau court-métrage qui s'appelle Dans notre synagogue de Ivan Orlenko, qui est un très beau film en noir et blanc, un peu kafkaïen. C'est une adaptation de Kafka et il y a vraiment quelque chose dans le style. Il a vraiment réussi je trouve, à reproduire le souffle de Kafka. Euh, il y a aussi tous ces mélanges dans les régions frontalières. Je pense par exemple à la Bucovine ou à la Transcarpathie, le serment de Pamphile ou Mes pensées silencieuses, euh, respectivement de Dmytro Sokoletki-Sobchuk et d'Antonio Lukic. Et dans le langage des personnages des films, on retrouve cette espèce de patois qui mélange le polonais, le roumain, le slovaque. C'est très intéressant linguistiquement à écouter les dialectes que ces films font entendre. Il y a le sourgique aussi, qui est un patois qui mélange l'ukrainien et le russe, qu'on entend dans un film comme The Strait, Pripotny de Arkady Nepitaliuk, et qui est un dialecte à la fois assez déprécié socialement, parce qu'il est considéré comme impur, mais qui en même temps est aussi la réalité linguistique de beaucoup de régions rurales d'Ukraine. Donc voilà, c'est vraiment pas un pays monolithique, c'est un pays extrêmement divers et le cinéma ukrainien s'en fait le témoin aussi. Et c'est d'autant plus difficile de définir une identité nationale ukrainienne quand elle est tellement diversifiée. Est-ce que c'est pas Ouais, tout à fait. un peu qu'on essaye de faire ça en essayant de réduire en tout cas l'usage du russe? Bah, en tout cas, il y a eu effectivement des tentatives d'ukrainiser le cinéma ukrainien par la langue. En 2017, une loi a été votée faisant de l'ukrainien
et du tatar de Crimée, faut le souligner, les deux langues nationales autorisées pour le financement public, le financement public des tournages. Et à l'époque, ça avait provoqué certains débats dans le cinéma ukrainien. Euh, Certains regrettaient cette espèce d'uniformisation que cela pouvait induire. Euh, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'à la fois certains ont un petit peu contourné cette tentative d'uniformisation, justement en ayant recours au surgique dont j'ai parlé, qui mélange l'ukrainien et le russe. Ah oui. Euh, ou alors, dans le documentaire, on entend encore beaucoup le russe, puisque tous les films documentaires tournés dans l'est de l'Ukraine, je pense notamment au Donbass. On peut penser à un film par exemple comme We Will Not Fade Away d'Alisa Kovalenko ou La Terre est bleue comme une orange d'Irina Tsilic. Ces films-là sont effectivement, par la force des choses, puisque leurs personnages sont russophones, tournés en russe. Euh, voilà, donc on voit aussi que le cinéma ukrainien, je ne sais pas s'il résiste, mais en tout cas, il continue à témoigner d'une certaine diversité linguistique. J'ai parlé aussi des parlers de la zone des Carpates, qui sont des mélanges entre l'ukrainien et les langues des pays environnants, donc la Roumanie, la Pologne, notamment la Slovaquie, la Hongrie. Et donc voilà, on peut dire que il y a eu une tentative effectivement au niveau de l'État un petit peu d'uniformiser. Mais ça n'a pas totalement. Le cinéma continue finalement à montrer la diversité linguistique qui peut exister dans la société ukrainienne. Depuis 2022, de manière globale, le russe a énormément baissé dans la pratique quotidienne. C'est considéré par beaucoup comme la langue de l'ennemi, la langue de l'occupant. Donc même les régions les plus russophones se mettent de plus en plus à l'ukrainien, notamment à l'est de l'Ukraine, à Odessa, à Kharkiv. Et cela se reflète aussi dans le cinéma. Donc c'est des phénomènes passionnants à observer, comment le cinéma et la vie finalement euh, interréagissent. Et donc ça fait partie aussi des choses dont je parle un petit peu dans le livre, mais c'est en constante évolution, donc on pourrait en reparler aujourd'hui, dans 2 ans, dans 5 ans, voir comment ça évolue. C'est passionnant à observer. On a l'impression qu'il y a une vie culturelle ou qu'il y avait une vie culturelle extrêmement riche au niveau cinéma, mais à tous les niveaux, avec des festivals de cinéma comme celui d'Odessa que vous connaissez bien, mais d'autres aussi. Oui, oui, les festivals de cinéma en Ukraine ont toujours été une sorte de fenêtre sur l'extérieur. À la fois pendant l'époque soviétique, puisque un festival comme le Molodist, le plus ancien festival ukrainien à 50 ans, une cinquantaine d'années, donc c'est Et un aussi, festival. il est à Kiev, celui-là? Celui-là est à Kiev, effectivement, Molodist, qui veut dire jeunesse et qui est consacré au premier film. C'est sa spécialité, se consacrer à la fois au film étudiant, au premier film, court-métrage, que ce soit court-métrage ou long-métrage. Le festival d'Odessa que vous avez cité est plus récent, il a été créé en 2010. J'ai eu la chance d'y travailler entre 2014 et 2020. Et vous avez un festival comme DocuDays également qui est consacré à Kiev, au documentaire et aux droits de l'homme. Et tous ces festivals continuent à opérer encore aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'aller en Ukraine à l'automne 2024, donc il y a un an, et, j'ai pu assister à la fois à des séances du festival de la Semaine de la Critique, qui a lieu à Kiev, et du Molodiste. Et les séances étaient pleines, y compris en temps de guerre, les salles font le plein. Euh, Au début de la guerre, les séances étaient interrompues en cas d'alerte aérienne. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc les cinémas peuvent décider de continuer à opérer pendant les alertes aériennes. Et, et c'est assez impressionnant de voir la soif de cinéma, la soif de culture, parce que ce qui est vrai pour le cinéma est aussi vrai pour le théâtre. Les théâtres sont pleins, les librairies, il y en a plein de nouvelles librairies qui ont ouvert. Il y a un appétit pour la littérature, pour le théâtre, pour le cinéma, pour la musique qui est impressionnant, je trouve, et qui témoigne de la vitalité culturelle de l'Ukraine et d'une forme de résistance aussi. C'est une forme de Le but, résistance, en effet. voilà, le but de Poutine étant d'effacer la nation ukrainienne, la culture, la langue ukrainienne, la,
la culture fait partie vraiment des armes que l'Ukraine utilise pour résister. Donc c'est quelque chose qu'on peut constater au quotidien en Ukraine. Les gens font ça eux-mêmes avec d'autant plus de vitalité et d'enthousiasme qui a peu de moyens.